All right, oui, vous l'avez. Good afternoon. We resume now hearing Mr. Mladic's appeal. Counsel for Mr. Mladic, you have the floor. Please. La juge Niambé, vous pouvez poursuivre. Maître Mladic. Maître Mladic. Maître Mladic. Maître Ivetic, l'interprète reprend. Madame la Présidente, si je peux commencer. Maintenant, je vais aborder certaines parties de notre moyen d'appel numéro 5, les parties qui concernent les prétendus transferts forcés et le génocide, ainsi que les déclarations de culpabilité visées au chef de A8. Je vais commencer par la déclaration de culpabilité pour le transfert forcé, où une erreur a été commise par la Chambre de première instance. Je vais essayer de simplifier cela pour vous. Pour ce qui est le transfert forcé, la Chambre de première instance s'est appuyée de façon sélective sur des éléments de preuve et le témoignage de l'officier du bataillon néerlandais, M. Franken, seulement lorsque cela étayait les conclusions erronées de la Chambre et n'a pas pris en compte les parties du témoignage de Franken lorsqu'il a dit que le transfert forcé était une évacuation humanitaire ordonnée et organisée au niveau les plus élevés des Nations Unies et ensuite que les Nations Unies ont demandé à M. Mladic d'assister à cette évacuation humanitaire. C'est dans le mémoire d'appel au paragraphe 576, dans le jugement paragraphe 2474 à 2468, 18, 2480 à 2559. Seulement dans ces paragraphes du jugement, ou plutôt dans ces paragraphes du jugement seuls, on peut voir que Franken est cité hors du contexte pas moins que 61 fois, de façon sélective. Ensuite, Momir Nikolic, un témoin initié, est cité 35 fois dans ces mêmes paragraphes et il a été identifié par le bataillon néerlandais et par d'autres témoins en tant qu'instigateur principal d'abus concernant des autocars et que ce n'était pas M. Mladic. La Chambre de première instance s'est également appuyée sur des témoignages d'autres officiers du bataillon néerlandais se trouvant sur des échelons plus bas dans la chaîne de hiérarchie qui n'auraient peut-être pas été au courant de l'accord sur l'évacuation que les Nations Unies ont présenté à M. Mladic lors de la première réunion entre Mladic et le colonel Karimans. Pour essayer d'étayer le témoignage de Franken et de corroborer le jugement, l'accusation au paragraphe 224 de leur réponse donc, a rappelé que la Chambre de première instance s'est également fondée sur le témoignage de Elko Koster, qui était subordonné à un échelon encore plus bas, qui avait une rencontre directe avec M. Mladic. Et ils se sont appuyés sur le témoignage de M. Koster et non pas sur la vidéo de leur rencontre. C'est au paragraphe 51-18 du jugement. Permettez-moi de vous montrer quelle est la gravité de cette erreur. Toute cette communication a été filmée et comme nous avons énoncé dans notre réplique au paragraphe 88, M. Koster s'est rappelé de ces événements d'après l'interprétation incorrecte qui lui a été faite sur place à l'époque, qui n'a pas été corrigée pendant de nombreuses années plus tard par les services de traduction du TPY après que ces services avaient donc revu cette vidéo. Et nous demandons maintenant
le visionnage de la vidéo si tout le monde est prêt. Donc, c'est cette séquence vidéo. Allez-y, déplacez-vous d'ici. Bien, Roger, je n'ai pas d'informations. Il s'agit de mon ordre. Tous ceux qui veulent partir, on va les faire monter dans les autocars. Tous ceux qui veulent partir, ils vont être transportés, les petits, les grands, les jeunes, les âgés. N'ayez pas peur. Doucement, doucement. Il faut d'abord que les femmes et les enfants partent. 30 autocars vont arriver pour vous transporter vers Cladagne, d'où vous allez passer sur le territoire contrôlé par les forces d'Alia. Pas de panique, pas de panique. Il faut d'abord passer les femmes et les enfants en bas âge. Il ne faut pas que aucun enfant ne se perde. Donc, personne ne vous nuira. Maître Ivetic. Donc, vous venez de voir, mesdames et messieurs les juges, que les propos en serbe prononcés par M. Mladic n'ont pas été interprétés de façon correcte. Et cela a été interprété à M. Koster, qui a dit, qui s'est présenté lui-même en tant qu'un casque bleu des Nations Unies non identifié et qui a parlé à Mladic par le truchement d'un interprète. Son commandant aux communications radio était Franken. Et en fait, il est démontré que M. Mladic avait l'intention de s'engager dans cette évacuation humanitaire et volontaire. Nous voyons que M. Mladic répète des civils que s'ils veulent partir, des autocars leur seront mis à la disposition et la foule des musulmans de Bosnie, des civils, le remercie. Ensuite, plus tard, dans la même vidéo, il s'adresse à un autre rassemblement de civils en leur disant explicitement que ceux qui veulent rester et retourner chez eux peuvent le faire. Donc, les propos de Mladic et les actes de Mladic à Potocari, qui ont présenté dans la même langue, qui a été comprise par les musulmans de Bosnie, n'étaient pas en fait les mêmes comprises par les officiers subalternes du bataillon néerlandais. Mais revenons en arrière. Avant cette apparence de Mladic à Potocari, qu'est-ce qui s'est passé avant son apparence à Potocari? Concrètement, il s'agit d'éléments de preuve que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte et qui donc précèdent l'arrivée de M. Mladic et l'arrivée des autocars à Potocari. D'abord, les responsables les plus haut placés des Nations Unies ont donc déterminé qu'une évacuation était nécessaire pour des raisons humanitaires de Potocari. C'est dans le mémoire d'appel au paragraphe 578 où nous citons des témoignages du général Nicolai, du colonel Boering, qui était le commandant adjoint du bataillon néerlandais, et de M. Kingori, qui était observateur militaire des Nations Unies de Kenya, qui est également visible dans ces séquences vidéo avec un casque bleu. Deuxièmement, l'adjoint du chef de la Fort Pronu de BH, le général néerlandais Cornelius Nicolai, a obtenu l'accord du ministre néerlandais de la Défense pour donner l'ordre au colonel Karimans, qui était commandant d'un bataillon néerlandais à Srebrenica, pour obtenir l'aide de M. Mladic au vu de cette évacuation humanitaire urgente de Potocari. C'était dans la note de bas de page 661 du mémoire d'appel. Cela s'est passé avant n'importe quelle réunion qui se sont tenues à l'hôtel Fontana.
Troisièmement, lors de la première réunion à l'hôtel Fontana, la vidéo montre que le colonel Karimans dit que les dirigeants civils des musulmans de Bosnie ont demandé de partir et il transmet la demande des Nations Unies pour assistance lors de l'évacuation humanitaire à M. Mladic. C'est la vidéo qu'on vient de visionner. C'est la pièce P 1147, la note de bas de page 663 et paragraphe 578 du mémoire d'appel. Cela a été confirmé par M. Butler, expert militaire de l'accusation, ainsi que par l'adjoint du commandant Karimans, M. Boring, qui était présent à cette réunion et qui a témoigné que les Nations Unies ne disposaient pas de suffisamment d'autocars pour organiser cette évacuation. C'est dans notre mémoire d'appel, la note de bas de page 663 et 664. Les responsables civils des musulmans ont en fait déjà ordonné à leur peuple de partir, à des femmes et à des enfants ainsi qu'à des personnes âgées, de partir à Potocari et aux combattants de partir à Chouchniari. C'est la pièce P01547, page 3, paragraphe 2, et le témoin RM 253 en a témoigné. C'est aux pages du compte-rendu 12516 à 12717. Ces réunions, ces discussions qui ont été menées au niveau le plus élevé, on finit par inclure le commandant de la Fort Pronu, général Rupert Smith, ambassadeur Yasushi Akashi et Kofi Annan, adjoint du secrétaire général. C'est la pièce à conviction D1479. Les Nations Unies ont demandé à M. Mladic d'apporter son assistance pour évacuer des civils de Potocari. Si la Chambre donc devait déterminer qu'il était responsable du transfert forcé dans ce cas-là, cela voudrait dire que les Nations Unies sont impliquées là-dedans et cela aboutirait à la prise en compte sélective des éléments de preuve. Et si nous regardons toutes les trois réunions à l'hôtel Fontana, c'est en pièce P1147, nous allons voir que M. Mladic souhaite la bienvenue à des participants à des réunions en leur offrant des cigarettes, de la bière et des sandwichs pour le déjeuner. Ce modèle de comportement de façon similaire est visible lors de la troisième réunion à l'hôtel Fontana, à laquelle étaient présents des représentants des civils des musulmans de Bosnie, où on peut voir que M. Mladic a offert sa propre voiture à une participante à cette réunion, à Jamila Omanovic, à sa fille, à son petit enfant et à sa mère, pour leur assurer une évacuation en toute sécurité. Encore une fois, je répète, M. Richard Butler, expert de l'accusation, ne pouvait pas identifier aucun élément criminel dans les propos tenus par M. Mladic dans ces réunions. Mais de façon ironique, on voit que pour ce qui est de l'erreur de la Chambre de première instance, que la Chambre n'a pas pris en considération sa propre conclusion en acceptant que pendant les réunions à l'hôtel Fontana, M. Mladic a offert à des civils un choix de quitter la Yougoslavie, de partir à la Fédération ou bien de rester en Republika Srpska. Dans le jugement, c'est au paragraphe 2472 et au paragraphe 579 de notre mémoire d'appel. Maintenant, revenons au commandant Franken du bataillon néerlandais qui était parmi les officiers subalternes dont le témoignage a été pris en compte de façon sélective pour transformer cette évacuation humanitaire au crime du transfert forcé. La Chambre de première instance s'est donc concentrée sur la partie du témoignage de Franken lorsqu'il a dit, je cite, que le transport des musulmans de Bosnie de Potocari à Kladane n'a
ne résultait pas d'une décision prise par la délégation des musulmans, mais que plutôt c'était le résultat de l'ordre donné par Mladic. C'est au paragraphe 50.04 du jugement. Donc cela porte à confusion et représente une erreur, puisque dans le jugement, le témoignage contraire de ce témoin n'a pas donc prise en considération et il s'agit d'une violation du principe in dubio pro reo. En effet, Franken a reconnu que son commandant Karimas lui a ordonné d'aider la VRS dans l'évacuation humanitaire et que plus tard, il a appris que le général Smith et d'autres fonctionnaires des Nations Unies haut placés avaient demandé à M. Mladic d'aider l'évacuation et que la séparation des hommes a été faite correctement et en conformité avec les lois de la guerre pour voir s'il s'agissait des combattants. C'est la pièce à conviction des 280 et les pages du compte-rendu 10.804, 10.807, 10.817 à 10.823, 10.816 et 10.824 à 10.825. Et voilà ce qui est encore plus important, c'est le fait que la Chambre de première instance n'a pas pris en considération le fait que Franken n'avait pas vu la séquence vidéo entière de l'hôtel Fontana. Et c'est aux pages du compte-rendu 10.803 à 10.807. Et dans ce contexte, la Chambre de première instance a commis une erreur puisqu'elle s'est appuyée de façon sélective sur d'autres parties du témoignage de Franken, de Koster et d'autres officiers subalternes du bataillon néerlandais dans la lumière des éléments de preuve écrasants provenant même du témoignage de Franken et d'autres officiers subalternes des Nations Unies et du bataillon néerlandais, qui démontrent que ce sont les Nations Unies et non pas M. Mladic qui ont ordonné cette évacuation pour des raisons humanitaires et que M. Mladic s'est mis d'accord pour aider les Nations Unies lors de cette évacuation humanitaire. Pour ce qui est de Momir Nikolic et du manque de sa crédibilité, on va en parler plus tard puisque cela concerne des meurtres. J'ai déjà dit qu'il est cité 35 fois dans ces paragraphes. Donc il n'y avait pas de transfert forcé des musulmans de Bosnie de Srebrenica. Il n'y avait pas non plus d'objectif criminel commun pour la présumée entreprise criminelle commune, ce qui aurait été montré par la revue correcte des éléments de preuve susmentionnés selon un critère qui convient. Les éléments requis pour établir le crime du transfert forcé doivent inclure l'expulsion ou d'autres formes de coercition, telles que le déplacement forcé des personnes. Le caractère forcé du déplacement est déterminé par l'absence d'un choix véritable par la victime concernant son déplacement. C'est dans le jugement, dans l'arrêt dans l'affaire Kornoyelat, paragraphes 229 et 233, ainsi que dans l'arrêt dans l'affaire Stakic, paragraphe 279. Encore une fois, je vais répéter que tout cela doit être établi avec une application appropriée du principe in dubio pro reo. Il est clair que dans ce jugement, la Chambre de première instance n'a pas respecté cette jurisprudence et ces critères et par conséquent, elle a commis une erreur manifeste en prononçant la déclaration de culpabilité de M. Mladic pour le transfert forcé. J'en reviens maintenant à l'extermination, au meurtre et d'autres charges d'hommes et de meurtres d'hommes indéterminés de Srebrenica. J'aimerais dès le départ rendre les choses bien claires alors que nous avons démontré tout au long du procès que nous ne contestons pas que, en plus de victimes de
combat légitime, certaines personnes, y compris des individus provenant du CRU, c'est-à-dire aussi des individus du MOUP et même Momir Nikolic, ainsi que d'autres renégats de la VRS et du service de sécurité de la VRS, avaient décidé de leur propre chef de se livrer à des actes de vengeance et de meurtre de prisonniers de guerre, mais ils l'ont fait pendant une période pendant laquelle M. Mladic ne se trouvait pas dans cette zone, et contrairement à tout ordre, et que cela s'est fait contrairement à tout ordre de M. Mladic ou contrairement à ses connaissances des faits. Et je dois insister pour dire que le service de sécurité de la VRS avait sa propre chaîne de commandement qui était parallèle, séparée et ne faisait pas partie de la chaîne de commandement normale qui pourrait donc exclure M. Mladic. Je dois souligner que l'opération militaire Krivaya 95 avait été considérée comme étant une opération militaire légitime, en partie due à la en partie dû au fait qu'il n'était pas possible de démilitariser la zone sûre de Srebrenica. Le procureur, M. Moklovski, qui était le procureur principal dans cette affaire, a déclaré à la page du compte-rendu d'audience T486, et leur expert, M. Butler, a déclaré au compte-rendu d'audience 16498-16499 qu'il convient également de souligner que la directive 7.1 donnée par M. Mladic avait remplacé la directive 7 qui avait été faite par le président Karadzic, et que les deux directives 7.1 et les ordres Krivaya 95 du corps de la Drina il était clair d'après ces ordres que les civils ne doivent pas être ciblés et que les lois de la guerre devraient être suivies, y compris les conventions de Genève, directive 7.1. Il s'agit de P 1470 et Krivaya 95 D302. Il convient également de souligner que la colonne d'hommes et de garçons partis de Srebrenica en formation de combat et armés, et qui s'étaient livrés à des embuscades, à des opérations de combat où il y avait des suicides, des meurtres entre eux et de poser des mines antipersonnelles. Il y avait là aussi des types d'attaques de style kamikaze, ce qui apparaît au paragraphe 674. Et malheureusement, nous ne saurons jamais quel a été le nombre exact de victimes légitimes, et nous ne saurons jamais quelles ont été les personnes, quel a été le nombre de personnes tués. Donc nous devons déjà au départ répéter que les réunions de l'hôtel Fontana et le langage utilisé par M. Mladic avaient été déclarés comme étant un langage militaire légitime non criminel, comme il apparaît au compte-rendu d'audience 16831 dans la déclaration de M. Butler. Et c'est ainsi que la conclusion de la Chambre de première instance, s'agissant de Krivaya 95, et qu'il s'agissait d'une intention de nettoyer les musulmans de Bosnie et de Srebrenica, est une déduction inadmissible. Nous allons discuter de cette erreur lorsque nous parlerons du transfert forcé. Afin de pouvoir établir la responsabilité en vertu de l'ECC et de M. Mladic pour le génocide et les meurtres à Srebrenica, le seuil des éléments de preuve était censé être placé très haut. Pour ce qui est de la jurisprudence, la norme de la preuve va au-delà de tout doute raisonnable qui, je cite, présente un sérieux obstacle pour
pour l'accusation à surmonter. Fin de citation. Donc il s'agit du jugement Milutinovic, volume 1, paragraphe 62, tel que présenté par la Chambre d'appel dans l'affaire Martic. Le critère doit être encore plus élevé. Le niveau de probabilité doit être encore plus élevé, paragraphe 57. Et bien évidemment, tel qu'établi dans l'arrêt d'appel Celebici, cela doit être l'unique conclusion possible dans les faits et selon la loi, puisqu'une existence de toute conclusion alternative exige un acquittement, paragraphe 458. Et de plus, puisque nous parlons de génocide, les éléments de preuve doivent, en vertu de la norme très élevée, doit établir un dolus spécialis pour le génocide, une intention spécifique. Et puis, puisqu'il s'agit d'une entreprise criminelle commune, M. Mladic doit, il est important que l'on puisse démontrer que M. Mladic ait donné son accord à un objectif criminel et qu'il y ait contribué à cette intention criminelle. Maintenant, des instances dans le cadre desquelles la Chambre de première instance a commis des erreurs par rapport à l'application de la jurisprudence aux faits sont nombreuses. Mais permettez-moi de simplifier les choses. S'agissant de l'accusation et s'agissant du jugement, l'entreprise criminelle commune visant à tuer et commettre un génocide n'existait même pas avant la nuit du 11 et 12 juillet 1995. Mémoire de clôture de l'accusation, paragraphe 586, jugement, paragraphe 1063, et c'est un sujet dont nous parlons dans notre mémoire d'appel au paragraphe 4926. Mais cela est vraiment essentiel. Comme nous l'avons dit auparavant, en vertu de la jurisprudence, le comportement, les déclarations avant l'entreprise criminelle commune est fait en dehors de cette portée temporelle. Ces éléments ne peuvent pas être utilisés pour prouver que M. Mladic faisait partie de cette entreprise criminelle commune. Toutefois, puisque l'on parle de Srebrenica, la Chambre de première instance ou plutôt s'est appuyée de manière erronée sur ce type d'éléments de preuve et l'accusation également. Prenez la réponse de l'accusation au paragraphe 270 à 278 et le jugement paragraphe 2358 à 2362 le cite également, et ces derniers s'appuient également sur des éléments indirects de oui-dire pour attribuer l'accord de M. Mladic à un plan criminel nécessitant une intention spécifique de tuer et de commettre un génocide. Pour ce qui est des condamnations, des déductions inadmissibles ont été faites et je les appellerai même des conclusions incorrectes puisque l'on s'est appuyé sur des éléments qui ne vont pas pour prouver l'appui direct de M. Mladic ou l'aval de M. Mladic, et c'est au cours de cette période que, d'après l'accusation, M. Mladic ne se trouvait pas à Srebrenica, mais bien à Belgrade lorsque les meurtres ont commencé. Encore une fois, s'agissant de la réunion ou les réunions de l'hôtel Fontana, les experts militaires et les experts de l'accusation disent que le langage utilisé était tout à fait approprié puisqu'il s'agissait d'un contexte du fait que la division musulmane, la 28e division musulmane de Srebrenica était armée. Sans un ordre direct, sans d'éléments de preuve directs liant M. Mladic au meurtre, la Chambre de première instance a commis sa plus grave erreur. Elle a créé un roman juridique, une fiction juridique qui semble bien vrai de loin, mais lorsqu'on s'y approche, cela devient un mirage et il s'agit bel et bien d'une violation de la jurisprudence et d'une erreur manifeste.
Maintenant, je ne vous demande pas de me croire sur parole quant à l'analyse de l'approche de la Chambre de première instance à cet égard. Je vous invite plutôt à écouter avec moi un témoin initié. Donc, il s'agit de Jonas Nilsson, qui était un officier juridique senior et qui parlait publiquement à l'Institut Acer après le jugement Mladic. Voyons quels sont les éléments de preuve secrets qu'a utilisé la Chambre de première instance dans son approche pour condamner M. Mladic des crimes le plus sérieux, c'est-à-dire le crime de génocide. Et donc, visionnons ensemble cette vidéo. J'attends les instructions. Good evening to you all. My name is Chris. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Kristen Parison. Excusez-moi. Criminal law or as Pourrait-on, s'il vous plaît, pourriez-vous nous dire, demande l'accusation, où se trouve cet élément? Réponse C. Cela figure dans le domaine public et c'est une vidéo qui existe et qui est annexée au jugement de la Chambre de première instance. L'accusation, pourriez-vous m'accorder quelques instants, je vous prie, Madame la Présidente, Monsieur, Madame le juge? Okay, Your Honors, the prosecution is... Alors, l'accusation émet ses réserves quant à cette vidéo. Nous n'avons aucune connaissance de ce que cette vidéo représente. Eh bien, je propose, dit la défense, que l'on visionne cette vidéo et je vais demander que l'on la présente depuis donc le début. Vous avez le transcript en anglais et ce transcript a été fourni en anglais. Il s'agit de 2 pages. Il n'y avait que 2 vidéos. Il s'agissait de la 2e vidéo, dit Maître Ivetic. Does that assist? It should be labeled at the top. Cette vidéo devrait être intitulée en haut, Institut Acer, vidéo Jonas Nilsson. J'ai un exemplaire ici, dit Maître Ivetic, si cela peut être utile. Je suis vraiment navrée. Si j'ai de ce contretemps, dit Maître Ivetic, dites-moi simplement lorsque vous serez prêt à commencer à interpréter. Okay, I have been told that they... L'on me dit que les interprètes ont reçu la transcription. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kristen Parlson. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'Institut Acer et à cette nouvelle série. Cette série est une série sur le droit international pénal, a été organisée depuis 2003 par l'Institut Acer en coopération avec la coalition, avec la CPI et le Grotius Center for International Legal Studies de l'Université de Leiden. Le 22 novembre 2017, la Cour pénale internationale, ou le tribunal pénal international, plutôt pour l'ex-Yougoslavie ou le TPY, a rendu un jugement dans son procès dans l'affaire le procureur contre Ratko Mladic. Après plus de 5 ans de procès, le juge a
Il fait cette procédure, mais également cela a mis un terme au travail du TPY en tant que plus grand procès criminel de l'histoire. Cela présente beaucoup de défis et de leçons qui sont très pertinents pour les cours internationales futures et présentes. C'est pour cela que je suis vraiment très heureux d'avoir un excellent conférencier qui est à une position unique et peut vous parler des défis et des leçons tirées. Jonas Nielsen a travaillé au TPY entre 2005 et 2017. Il a travaillé en tant qu'officier plutôt juriste hors classe, et il a travaillé dans l'affaire Mladic. La première question qui s'était posée était de savoir qui a ordonné les meurtres à Srebrenica. Il existe un passage vraiment très intéressant dans le jugement quant au moment ou quand. Je me souviens qu'il s'agissait d'une nuit, en particulier lorsque un homme, enfin les hommes et les garçons avaient été capturés et détenus, et il y avait eu des discussions entre le leadership militaire et Mladic. Et en fait, il n'y a absolument pas de réunion en tant que telle. Il n'y a pas d'ordre non plus, d'ordre écrit, mais il n'y a pas vraiment de réunion lors de laquelle on a pris un PV pour dire, pour savoir ce qui a été dit. Mais la Chambre de première instance s'est penchée sur une indication, à savoir ce qui a été dit un certain jour, ou ce qui a été dit dans la soirée, ou ce qui a été discuté avec d'autres personnes, et soudainement ce qui a été discuté également le lendemain, et ce qu'en particulier des témoins clés ont pu entendre. Donc il était vraiment possible d'identifier plus ou moins, pas nécessairement de donner l'heure en question, mais l'on a pu déduire la date à laquelle cette décision a pu être prise. Donc il s'agissait d'une nuit lors de laquelle la décision a été prise, et donc il s'agissait d'une décision portant sur la capture des hommes qui avaient été emmenés. Alors, nous ne savons pas exactement qui les fait, mais il existe l'application que le leadership militaire était impliqué à l'époque. Et M. Mladic était présent également à ce moment-là, et à Srebrenica, et donc il était certainement impliqué dans cette décision. Mais je ne crois pas qu'il existe une conclusion sur ceci en particulier, on n'a pas vraiment pu déduire cela. Il a été trouvé coupable d'avoir ordonné, et le fait de pouvoir ordonner quelque chose était important. Il n'y a pas vraiment eu de PV de la réunion, il n'y a pas d'ordre écrit, mais c'est quelque chose, c'est une inférence. Nous pouvons tirer une conclusion à la suite d'un changement d'attitude des personnes impliquées. Le son est très mauvais, note de l'interprète. Donc la raison pour laquelle je vous montre cette vidéo, c'est pour vous démontrer que la Chambre de première instance s'est appuyée sur inaudible. Maître Lukic, je fais une pause, plutôt Maître Ivitic, je fais une pause pour me mettre à la traduction en BCS de se terminer. So the reason I show La raison pour laquelle je vous montre ceci, Maître Ivetic, c'est que cela démontre que la Chambre de première instance a créé une fiction juridique, y compris la participation dans une réunion, à une réunion, ne sachant pas du tout qui était présent, ne sachant pas où la réunion a eu lieu, mais ils ont condamné M. Mladic simplement en faisant une application pour génocide. Donc, ils tirent des conclusions
d'un génocide. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de conclusion particulière pour dire que M. Mladic ait pu participer à cette réunion et l'on n'a pas non plus dit que l'on a accepté de commettre génocide lors de cette réunion. Il n'y a absolument rien dans les balbutiements et les sottises de M. Nielsen. Il ne s'agit que de possibilités et de conclusions basées sur absolument rien. Il n'y a aucune application du indubio pro reo ou d'une jurisprudence pertinente. Et pour pouvoir condamner M. Mladic, ils ont dû interpréter des comportements changés dans des personnes autres que M. Mladic et des témoins initiés qui ont témoigné. Et donc, je soumets respectueusement que la conviction de M. Mladic pour génocide est vraiment infondée. Mais examinons qui était ce témoin initié sur lequel la Chambre s'appuie pour tirer des conclusions de cette réunion malfamée qui n'a pas été prouvée. Monsieur Nielsen ne le dit pas. S'agissant du jugement, ce témoin initié est Momir Nikolic. Appel, note de bas de page 678, jugement, paragraphe 4926 à 4927, 4970, 5096 à 5097 et 5128. Mais c'est pire. Ce n'est pas Momir Nikolic lui-même, mais principalement des éléments de preuve basés sur le oui-dire, y compris des notes basées sur le oui-dire d'un entretien qui avait été pris par un enquêteur du bureau du procureur, Bruce Bursick, qui a été mené pour le procès et c'est cela qui figure parmi les sources principales citées. Il s'agit du document D01228. Mais n'oublions pas que D01228 n'a pas été présenté pour affirmer les choses. Cela n'a été présenté qu'à M. Nikolic par l'accusation pour confirmer un geste de la main d'une réunion supposée qui aurait eu lieu avec M. Mladic. La Chambre de première instance a rejeté cet élément de preuve comme étant un élément de preuve non fiable au paragraphe du jugement 51-27. Et en fait, D01228 n'a été utilisé que dans le cadre d'un contre-interrogatoire du témoin Bursick afin d'établir que Nikolic manquait de crédibilité et était vague et que l'accusation a violé ses propres règles en ne filmant pas ces entretiens vraiment critiques où il implique M. Mladic de manière alléguée. Et donc, ce qui est surtout important, c'est que M. Bursick ne pouvait pas corroborer Nikolic, la réunion de M. Nikolic avec M. Mladic. Et c'est cela qui figure dans notre appel au paragraphe 588 à 592. D01228 ne peut pas être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer comme étant un élément véridique, car il s'agit de oui-dire. Il s'agit d'une violation du lex specialis et de la règle 80 de l'article 92 bis et terre appel paragraphe 590 note de bas de page 691. Mais il ne faut pas oublier que Momir Nikolic est quelqu'un qui apparaît partout chaque fois que l'on parle de meurtre. Il est soit quelqu'un qui dirige, qui ordonne les meurtres ou qui est un complice. Et il admet d'avoir caché les opérations de ses supérieurs, d'enfouissement de ses supérieurs, y compris l'état-major de la VRS, transcript 11965 à 11966, Nikolic et D00301, page 7. La Chambre de première instance a commis une erreur en s'appuyant sur le témoignage de M. Nikolic, même si un autre témoin initié de l'accusation, RM 265, qui avait témoigné avec des mesures de protection quant au meurtre de vengeance opportuniste
lors desquels ils étaient présents et en présence de M. Momir Nikolic, que les prisonniers de guerre avaient été emmenés dans des écoles de Zvornik et que ce dernier avait suivi et qu'il y avait des ordres donc donnés par Momir Nikolic, par les supérieurs, le supérieur de Nikolic, ce dans le cadre du service de sécurité et du commandement donc au sein du service de sécurité placé sous le commandement du lieutenant Popovic, P 2450 et P 2451 sous scellé. RM 265 n'a pas du tout impliqué M. Mladic comme ayant pris part à des activités criminelles de Momir Nikolic ni de celle du lieutenant-colonel Popovic. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la chaîne de sécurité de commandement de Momir Nikolic, donc le supérieur, son supérieur est impliqué, Popovic, donc par un autre témoin initié par la VRS, un officier de très haut niveau, RM 316 plutôt, qui n'applique pas non plus M. Mladic dans ces événements ou dans quelque événement que ce soit de vengeance ou de meurtre, mais plutôt identifie que ce même lieutenant-colonel Popovic et la chaîne de commandement de sécurité a demandé s'il y avait des volontaires en dehors de l'armée, ou savoir des civils, et si ces derniers voulaient exécuter des prisonniers musulmans, car cet officier de la VRS avait refusé de se faire, et c'est quelque chose qui figure à la page du transcript P. 2794 2796. Alors, la question qui se pose est la suivante. Si le général Ratko Mladic, commandant de l'état-major principal de l'armée de la VRS, avait hypothétiquement, ou pour utiliser le terme de M. Nielsen, avait donné son accord implicite afin de contribuer de manière importante au génocide, pourquoi alors les officiers de sécurité qui étaient placés sous le commandement de Momir Nikolic et qui ne faisaient même pas partie de la chaîne de commandement direct de Mladic, donc ces derniers étaient chargés de ceci, et pourquoi chercheraient-ils des volontaires qui n'appartiennent pas à l'armée pour commettre les meurtres, alors que des officiers de la VRS, les subordonnés sous Mladic, avaient refusé de tels ordres et en fait n'avaient jamais reçu ces ordres de M. Mladic en passant par une chaîne de commandement normale. Donc je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que cela démontre une erreur dans le raisonnement de la Chambre de première instance en impliquant M. Mladic à ces crimes. Momir Nikolic a plaidé coupable pour essayer d'obtenir une meilleure peine, malgré le fait que ses mains étaient entachées de sang. De plus, Nikolic avait confirmé qu'il avait détruit des éléments de preuve documentaires qui auraient pu compromettre lui-même, le compromettre donc par rapport au crime de Srebrenica des 301 page 7. Mais pour revenir à cette supposée réunion élusive, même Momir Nikolic n'est pas un témoin sur lequel la Chambre peut s'appuyer quant à cette réunion. Parce que ce dernier n'a pas non plus d'éléments de preuve directs. Paragraphe 787 de l'appel et jugement 4953. Donc, quel est ce témoin initié imaginaire pour ce qui est du témoignage de la mère VRS et qu'il est M. Mladic à cette réunion supposée à laquelle fait référence M. Nielsen, sur laquelle la Chambre de première instance s'est appuyée. Donc la défense soumet respectueusement qu'il n'y avait vraiment aucun témoin pouvant confirmer ceci. 5 témoins initiés, 3 témoins de la défense, 2 témoins de l'accusation ont donné des éléments de preuve directs pour dire que la seule réunion qui a eu lieu au cours de cette période critique était une réunion portant sur GEPA et contenait seulement des instructions militaires légitimes. Appel, paragraphe 594. En ignorant cet élément de preuve
et en favorisant oui-dire inadmissible de Momir Nikolic, la Chambre de première instance a commis une erreur. Et ceci est particulièrement vrai lorsque l'on examine la jurisprudence, à savoir que lorsque l'on sait que les éléments de preuve de complice devraient être examinés avec beaucoup de caution. L'appel Setako avait justement mis en exergue cette préoccupation, à savoir que les témoins complices pourraient avoir des motifs ou des incitations d'impliquer une personne accusée devant un tribunal ou de mentir. Jugement, arrêt d'appel plutôt, Setako, paragraphe 143. Ceci fait en sorte que la Chambre doit... Donc, le jugement, l'arrêt d'appel Setako dit que la Chambre devrait considérer la totalité des éléments de preuve avec tout le respect. S'agissant de Momir Nikolic, la Chambre de première instance a commis une erreur et en ce faisant, elle a essayé de faire en sorte que de lier Nikolic à M. Mladic, de faire en sorte que cela soit le lien entre M. Mladic et le CC, et cela ne peut pas être prouvé conformément à la jurisprudence. Et c'est ainsi qu'ils se sont appuyés sur une fiction juridique de culpabilité par application, participation. Maintenant, nous pouvons revenir à la vidéo concernant Potocari que nous avons déjà vue. Nous allons voir que certaines des interactions de M. Mladic avec les civils de Srebrenica. Je vais parler également d'autres éléments de preuve, mais encore une fois, plusieurs témoins de l'accusation et de la défense. M. Mladic a donc fait des déclarations similaires qui n'étaient pas de nature criminelle en s'adressant aux membres capturés de la 28e division de cette colonne ou à ceux qui se sont rendus en leur disant qu'il allait obtenir de la nourriture et qu'il allait être transporté et échangé avec donc les forces de l'autre côté. Donc c'est la témoin RM 292, page de compte rendu 12659, 12662, RM 253, page de compte rendu 12532, RM 364, la pièce P 11-18, Nejo Jovcic, D 976, paragraphe 29, Subotic, page de compte rendu 32 829, et les ordres directs de M. Mladic à ses subordonnés étaient donc coïncidés avec donc la protection de ces prisonniers pendant leur transport et qu'il fallait leur apporter de l'aide médicale ainsi que de la nourriture. Boyan Subotic, page de compte rendu 32 826 à 32 827, D 92 6, paragraphe 30 à 34. Est-ce que ces actions peuvent être considérées comme étant une contribution considérable à la supposée entreprise criminelle commune? Et c'est la conclusion que la Chambre de première instance a tirée. Mais le principe in dubio pro reo impose un agissement différent. Donc, encore une fois, pendant que M. Mladic était loin de Srebrenica, pendant qu'il se trouvait à une réunion de pourparlers de paix secret avec les membres de la communauté internationale, pendant qu'il était à une fête de mariage et à l'hôpital, il ne pouvait pas avoir exercé le contrôle effectif et recevoir d'informations de Bosnie-Herzégovine, encore moins d'exercer le commandement. Encore une fois, donc son absence n'était pas contestée par l'accusation au procès, le paragraphe 605 du mémoire d'appel. Donc, la Chambre de première instance n'a pas donné une opinion motivée concernant 4 ordres de routine donnés à l'époque par d'autres au nom de M. Mladic, ce qui figure au paragraphe 610 à 612 de notre mémoire d'appel, y compris les erreurs concernant la conclusion selon laquelle M. Mladic a donné ses ordres en personne en se trouvant dans un autre pays, ainsi que le fait qu'il n'y avait pas d'analyse
du contenu de ces ordres et le fait qu'il n'a pas été accordé un poids approprié à ces ordres puisqu'aucun de ces ordres ne concernait Srebrenica et que tous ces ordres ont été enregistrés dans le registre donc, qui montre que ces ordres ne provenaient pas de M. Mladic. C'est le paragraphe 611 du mémoire d'appel. La conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Mladic donnait des ordres et commandait les forces et exerçait le contrôle pendant qu'il physiquement il était absent de Srebrenica, se trouvant dans une autre zone géographique, dans un autre pays, est contraire aux éléments de preuve et illogique. Et c'est une erreur manifeste. Cette erreur était évidente dans les contradictions dans le jugement même. Par exemple, le paragraphe 42-99, on peut lire, je cite, « En absence de Mladic, les reports devaient être soumis à Milovanovic ». Fin de citation. Milovanovic a confirmé lui-même que pendant l'absence de M. Mladic en juillet 1995, il commandait l'armée entière. Stevanovic, page de compte rendu 35 265, Milovanovic, compte rendu 11 751 et 16 950. Au paragraphe 605 de notre mémoire d'appel, nous parlons du fait que le plan a été signé pour que la Croix-Rouge ait accès aux prisonniers de guerre à Srebrenica et que ces prisonniers étaient échangés selon le principe tous pour tous, échangés contre les détenus serbes de l'autre côté. Ensuite, donc, il y avait également un accord concernant un permanent cessez-le-feu pour essayer de mettre un terme à la guerre. Aucun juge du fait raisonnable n'aurait pu conclure que M. Mladic aurait pu avoir participé dans des négociations complexes de paix avec des fonctionnaires haut placés à Dobanovci en Serbie et en même temps exerçant le contrôle effectif à Srebrenica. Un tel comportement, l'accord donné pour permettre l'accès aux prisonniers de guerre à Srebrenica à la Croix-Rouge avant de les avoir échangés ne peut pas être utilisé pour étayer les connaissances, non plus pour parler de, je cite, une contribution considérable à aucune entreprise criminelle commune pour exterminer des personnes ou encore même pour commettre le génocide contre ces mêmes personnes. Ma collègue vous a parlé du droit applicable concernant les faits jugés. Nous admettons que des meurtres commis à Srebrenica qui ont été commis hors du combat sont répréhensibles, mais ces meurtres n'ont aucun lien avec M. Mladic. Et nous considérons que la Chambre de première instance a commis une erreur puisqu'elle n'a pas fait d'analyse pour déterminer quelles étaient les victimes de meurtre et quels étaient les cas où les morts résultaient des moyens alternatifs ou légitimes. La Chambre de première instance s'est fondée sur les faits jugés pour établir que tous étaient victimes de crimes et qu'il s'agissait 395, 2444, 2446, 2573 to 2586. La Chambre de première instance n'a pas pris compte de ses propres conclusions concernant des éléments armés dans la colonne, des hommes et des pertes qui ont lieu. La Chambre ensuite n'a pas tenu compte du témoignage de son expert en démographie qui a dit que 70% des victimes étaient enregistrées en tant que soldats de l'armée de BIH. C'est le paragraphe 671 du mémoire d'appel. Donc, la Chambre a également n'a pas pris en compte des éléments de preuve directs qui réfutaient le fait jugé et qui montrent que des cadavres dans des fosses communes provenaient des années différentes et qu'il s'agissait des pertes légitimes de combat, qu'il s'agissait de suicides, de victimes des champs de mines. C'est paragraphe 674 du mémoire d'appel. Et également,
les témoignages d'experts en médecine légale concernant des taches sur les yeux présumés, qu'il s'agissait des bandanas qui étaient tombés sur les yeux de ces cadavres en train d'être décomposés. Ce sont des bandanas qui ont pu être vus sur les combattants qui étaient arrivés à Tuzla. C'est le paragraphe 674 et la pièce D 340. Donc, puisqu'il n'y a pas eu d'analyse, la Chambre de première instance n'a pas pu établir le nombre de victimes et n'a pas pu non plus établir le lien avec le crime, encore moins avec le génocide. Et on ne peut pas... et je commettrais une erreur si je ne accentue encore une fois en me référant au moyen 8 et paragraphes 787 et 793 de notre mémoire d'appel que l'un des derniers témoins que la défense voulait convoquer et que la défense n'a pas pu le faire n'était pas quelqu'un qui se trouvait dans la colonne partant de Srebrenica. Entre-temps, ce témoin est décédé et donc l'erreur a été commise également à ce niveau-là puisqu'on ne lui a pas permis de témoigner. Donc, nous croyons, vu tout cela, que nous croyons que tous les erreurs sont très claires et sur la base de notre appel numéro 8, nous pensons que vous devez prononcer un acquittement. C'est tout ce que j'ai eu à dire pour le moment et ma collègue et moi-même, nous vous invitons à lire nos mémoires écrits et nous avons fini à présenter nos arguments. La juge Niambay, merci. Maître Ivetic, et je pense que maintenant nous pouvons suspendre l'audience. No, Shuba, I think we're 1 hour behind.